Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, tu veux nous parler des comportements des woke sur les médias sociaux? Oui, parce que je ne les nommerai pas ceux auxquels je pense, mais on les reconnaîtra, ceux qui fréquentent Twitter de temps en temps. On en trouve quelques-uns qui sont des habitués des comportements les plus orduriers, de véritables harceleurs sur Twitter qui insultent, qui poussent la meute qui les suit au lynchage symbolique, au lynchage publiquement. Et à un moment donné, on leur fait remarquer qu'ils se comportent comme de véritables brutes, comme de véritables lyncheurs. Donc, après 3 mois à vomir partout sur tout le monde, ils nous font une série de statuts, de tweets, pour dire « Ah là là, je sais que j'ai été trop loin, je me comporte mal sur Twitter, c'est que je suis fragile, savez-vous. » Et ils ajoutent normalement « C'est que je suis tellement blessé et vexé par le sort réservé à certaines aux minorités X, Y, Z, que ça me choque tellement que je lutte contre les privilégiés. D'ailleurs, je lutte contre mes propres privilèges, moi aussi. » Et là, ils font une espèce de grande séance d'autocritique théâtrale pour dire, justement, j'ai été trop loin, je le ferai plus. Et puis, normalement, quelques jours ou semaines plus tard, quelques jours plus que semaines d'ailleurs, ils recommencent leur comportement, leurs tweets orduriers, leurs commentaires orduriers, et ainsi de suite, dans une espèce de cycle répétitif, une série de cycles. On en revient toujours à ça, ce qui pourrait nous laisser croire que chez certains d'entre eux, pas tous, on se retrouve d'avoir des psychologies vraiment fragiles, des gens qui sont dans un rapport trouble au monde et qui ont besoin de canaliser une colère extrême ou une insécurité existentielle en participant à la foule lyncheuse, la meute lyncheuse. Ensuite, ils s'excusent et ils revomissent. Et ils s'excusent et ils revomissent. Et ainsi de suite. C'est assez fascinant, ce comportement de la tribu woke sur Twitter. Et il me semblait intéressant de l'analyser. C'est plus fort qu'eux, hein? Oui, exactement. Parce qu'ils ont une espèce de besoin qui relève de la névrose à certains égards, quelquefois, de signalement moral. Ils vous doivent montrer à quel point c'est quoi la cause du jour, qui on déteste aujourd'hui, puis ensuite il y a ceux qui détestent à temps plein, et puis il y en a quelques-uns dans cette catégorie, il m'arrive d'y être, je crois. Donc là, ils détestent à temps plein. Et là, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Puis quelle que soit la nouvelle qui sort sur quelqu'un, quel que soit l'extrait décontextualisé, ou quel que soit le titre, la chronique, tout ça, le texte, le livre, la présence télé, la présence radio, ils vont y aller dans une espèce de cycle répétitif où il s'agit chaque fois d'une campagne de diffamation, une campagne de dénigrement, une campagne d'humiliation publique, à tout le moins c'est ainsi qu'ils le souhaitent. Et ce qui est fascinant, donc, c'est le cycle de l'excuse. J'ai même vu un de ces woke-là récemment se mettre à vomir sur un étudiant qui le critiquait de manière c'est un professeur, il s'est mis, tout le monde il enseigne, qui l'a critiqué de manière assez honnête, et là il s'est mis à l'insulter en le traitant de petit morveux, tout ça, puis en faisant référence à son âge. Et l'étudiant a répondu en me disant « Oui, est-ce que vous m'attaquez sur mon âge? Est-ce que vous faites la même chose lorsque vous parlez de vos étudiants à l'université qui ont le même âge? » Et là, on l'a vu dire « Oh là là, j'aurais pas dû attaquer votre âge, je m'excuse. » Donc, c'est assez fascinant comme espèce de théâtre à regarder, un théâtre des passions humaines les plus basses et qui veulent se présenter comme les plus hautes. Et tous ces gens-là, évidemment, dans le sentiment d'une supériorité morale et d'une forme de supériorité de leur vertu idéologique. C'est intéressant à voir aller. Je sais pas ce que ça dit sur notre époque, sinon ça témoigne, à mon avis, une forme de dérèglement du rapport au monde, de gens qui se veulent anxieux, qui revendiquent leur anxiété, qui revendiquent leur sentiment de supériorité morale, puis en dernière instance, ça en fait des petits lyncheurs agressifs. Et il y a un discours, moi, que je ne suis plus capable d'entendre, mon cher Mathieu, c'est, par exemple, prends les antivax, par exemple, qui ne cessent de menacer, d'insulter. J'ai jamais vu des gens aussi crinqués que ça, vraiment. Mais il faudrait les comprendre. Il faudrait comprendre la douleur qu'ils ont en disant, attends une minute, le problème, c'est pas moi qui critique les antivax. Le problème, c'est les antivax qui sont une gang de fous furieux qui ne cessent de menacer et d'insulter et de vomir leur haine. Non, c'est moi qu'il faudrait que je fasse preuve d'écoute. Voyons. Ben ça, c'est une autre modalité, en fait, de cette espèce de comportement sur les réseaux sociaux. Tu as des gens, effectivement, qui se promènent en disant, on pourrait le dire sur d'autres cas en passant, genre, ils vont dire, ordure, chien, salopard, minable. Là, tu réponds, connard. Là, il répond, pourquoi tu m'as traité de connard? Ben oui. Alors, bon, on
on a compris. Donc ça, mais ça, on le voit souvent, cela dit. C'est un comportement récurrent dans la vie politique contemporaine. Donc on a des gens qui vont vraiment dire, par exemple, d'une figure publique ou une autre, extrême droite, fasciste, raciste, nazi, islamophobe, transphobe, l'autre se défend, et là, c'est l'autre qui se défend, qui est accusé d'avoir des propos haineux et agressifs. Donc, c'est assez fascinant de voir comment, finalement, le récit médiatique adapté aux réseaux sociaux révèle, en fait, des traits psychologiques de l'époque. Oui. Mais comme je dis, moi, ce qui me fascine à travers ça, c'est le moment de l'excuse publique, le moment où on fait pénitence, le moment où on dit « je le ferai plus, mon oncle, m'excuse, je passe à la confesse », avant de recommencer ensuite. On est devant, et je reviens sur ce cas d'un type qui traite un étudiant parce que morveux, t'as pas fait tes classes, et là, le type dit « hey, j'ai l'âge de vos étudiants ». C'est quand même fascinant comme scène. Fascinant comme scène. Et l'autre auquel je pense, sans le nommer, qui est un harceleur, mais c'est quand même de classe mondiale, un insulteur compulsif qui m'a déjà traité au fil du temps de monsieur patate dégoûtant, de trou de cul, de tout ce qu'il faut comme terme disponible pour parler de quelqu'un. Et là, oups, il rentre dans le cycle de la repentance. Mais ça ne l'empêchera pas dans 3 semaines de faire la même chose. Alors, moi, évidemment, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Il faut surtout pas leur répondre, sinon leur faire remarquer qu'on les trouve pas assez intéressants pour débattre avec eux. Mais je pense que dans une société surexcitée médiatiquement, on est dans des stimuli permanents. C'est le propre de l'univers de la connexion généralisée. Je crois que ça trouble des consciences et ça trouble des esprits. Et dès lors, on se retrouve avec ceux qui ne savent plus comment réagir devant cette espèce de stimuli à répétition et trouvent dans l'insulte et ensuite dans les larmes une manière d'exister publiquement. Écoute, un peu plus tôt dans l'émission, je parlais avec Thomas Mulcair. Thomas Mulcair n'aime pas Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale. Alors, qu'on a interviewé ce matin, d'ailleurs. Oh, bon. Oui, que j'ai interviewé ce matin à Europe 1 avec Sonia Mabrouk sur Europe 1. Bon, très hâte de voir ça. Écoute, il ne l'aime pas et il dit, Monsieur Blanquer dénonce l'intolérance des woke. Or, il fait preuve de la même intolérance envers eux. Et là, je disais à Thomas, oui, mais est-ce qu'il faut tolérer l'intolérance? Là, on parle de gens qui veulent bannir des livres, des pièces de théâtre, qui veulent enlever la parole à des gens qui ne pensent pas comme eux, qui veulent interdire des conférences et tout ça, qui menacent, qui intimident, qui insultent. Il faudrait tolérer ça. Moi, je trouve, au contraire, il faut être intolérant vers l'intolérance. Bon, je pense surtout que Jean-Michel Blanquer n'est pas intolérant. Jean-Michel Blanquer répond sérieusement à la mouvance woke en s'inquiétant effectivement de ces gens qui font dans l'autodafé, qui font dans la destruction de statuts, qui font dans la diabolisation du passé, qui font dans la diabolisation de la raison, qui font dans la racialisation des rapports sociaux. Il répond intelligemment, mais je pense que ce que les woke n'aiment pas, c'est de se faire répondre. C'est ça le problème. Ils sont tellement convaincus d'avoir raison que quand on leur répond, c'est un discours haineux. Pour ce qui est de Thomas Mulcair, nous sommes tous les deux à l'émission L'Ajoute. C'est un homme avec qui on peut discuter de manière cordiale. Mais cela dit, c'est aussi un homme qui aurait pu peut-être devenir premier ministre puis qui a trébuché sur un niqab. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui a décidé de considérer qu'on peut prêter son serment de citoyenneté en niqab est un droit fondamental au Canada. C'est quelqu'un qui considère aujourd'hui que la revendication de dire que Montréal est un territoire autochtone ou mohawk non cédé est une revendication légitime. Donc, manifestement, il appartient à un univers non seulement politique, différent d'un univers moral et symbolique qui est assez extérieur aux catégories dans lesquelles on débat normalement. Ensuite, c'est un homme cordial, c'est un homme sympathique, il n'y a pas de doute sur ça, mais il évolue dans un autre univers de référence. Pour ce qui est de Blanquer, j'y reviens, j'ai eu l'occasion de lui poser 2-3 questions ce matin, l'une d'entre elles sur la question du wokisme, justement. Et il m'a répondu très, très justement, je crois, que quand on est devant cette espèce de furie iconoclaste qu'on a aujourd'hui, il faut lui répondre, mais lui répondre par le travail de la raison, par le travail de la pensée. Je ne vois pas où est l'intolérance dans une réponse rationnelle et argumentée devant cette mouvance-là. Mais encore une fois, quand on est devant des gens qui disent « nous sommes la vertu, nous sommes le bien, nous sommes la générosité, nous sommes l'ouverture », quand on leur répond, c'est que nous sommes donc la fermeture, l'absence de générosité, l'absence d'empathie, et ainsi de suite. Bon, on finit par comprendre le jeu, mais ce n'est de ce point de vue qu'un mauvais jeu.
Écoute, en terminant rapidement, dans le nouveau cours qui va remplacer le cours de CR, on va parler de la culture québécoise. On va enseigner la culture québécoise aux jeunes. Et il y a des gens qui disent, c'est ça va être blanc, ça va être tricoté serré, ça va être du Gilles Vigneault, puis du Régent Duchamp, puis on va se bloquer à tous les autres. Non. C'est quoi ça? Premièrement, ce serait formidable si les jeunes Québécois étaient familiarisés avec Gilles Vigneault. Franchement, ça serait pas mal. Puis avec Félix Leclerc aussi, puis avec Jean-Pierre Ferland, et puis avec Claude Léveillé, puis avec Claude Gauthier. Accessoirement, l'histoire du Québec, c'est triste à dire, ou je sais pas si c'est triste, mais ceux qu'on appelle les Canadiens français, là, qui par ailleurs d'autres se sont agrégés à eux au fil du temps, ont représenté l'essentiel de l'histoire du Québec tel qu'il a été constitué à partir de 1534, surtout 1508. Bon. C'est comme ça. Donc, que les nouveaux arrivants s'approprient cette histoire, et puis ensuite, il y a d'autres figures qui sont greffées. C'est très bien. L'histoire du Québec est une histoire qui était capable d'accueillir des figures extérieures. Mais là, moi, je vois pas le mal qu'il y a à faire en sorte qu'un poète immense comme Gilles Vigneault, non, c'est pas seulement un chansonnier, c'est un poète, Gilles Vigneault, qui a saisi l'âme de la nation. Je vois pas de mal à ce que les jeunes puissent apprendre qui est ce poète. D'ailleurs, je devine que si on voulait nous faire apprendre aux jeunes Québécois le grand poète des Perses, le grand poète des Roumains, le grand poète des Italiens, le grand poète comme on peut multiplier palestiniens, on nous dira c'est formidable. Ah, ça c'est de l'ouverture, c'est magnifique, on s'ouvre au monde. Ah, mais est-il possible aussi de s'ouvrir à soi? Ça serait pas une si mauvaise idée que de s'ouvrir à soi. Puis des gens qui s'installent chez nous et leurs enfants, eh bien c'est quand même pas si mal qu'ils puissent s'ouvrir à nous un peu. Hein, l'ouverture à l'autre, mais sous l'ouverture à nous, c'est pas si mal. Moi, je n'ai aucun problème avec ce cours. Non, faut vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'il y a un problème à enseigner notre culture, notre passé, nos traditions et notre histoire aux gens qui arrivent ici. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On se reparle demain. Bye bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, il y a des gens qui critiquent le nouveau cours de culture et de citoyenneté québécoise en disant qu'il est trop politique. Qu'est-ce que tu en penses? Mais que c'est loufoque. C'est loufoque. C'est-à-dire, on est devant des gens qui, pendant 15 ans, ont porté un cours, le cours ECR, qui était un cours militant, un cours d'endoctrinement idéologique, un cours qui portait un projet explicitement politique de transformation de l'identité québécoise. Et là, on se retrouve devant un cours qui, loin de vouloir endoctriner, veut simplement transmettre les repères culturels fondamentaux qui permettent de s'inscrire dans la continuité historique québécoise. Donc, la culture québécoise, hier, aujourd'hui, ce qu'elle devient, les tendances qui la forment, c'est pas une culture homogène, c'est pas non plus du grand n'importe quoi. Bon. Et là, on nous dit que finalement, l'État ne devrait pas faire ça parce que ce serait endoctrinement. Donc, transmettre la culture, ce serait endoctrinement. Mais là, c'est l'inversion du sens des mots. Ça ne veut plus rien dire. Mais on comprend le souci de ceux qui nous disent ça. C'est-à-dire, ils maîtrisaient depuis 15 ans un instrument exceptionnel de leur point de vue pour reprogrammer les mentalités collectives et ils sont en train de perdre leur jouet dans leur esprit. Et c'est une espèce de double lobby. C'est le lobby de ceux qui ont vu là-dedans un instrument idéologique absolument et ceux qui en vivaient, tout simplement, le lobby des profs ECR, qui est tout à fait indigné à l'idée qu'on critique le fond du programme qu'ils portaient, même si certains d'entre eux individuellement faisaient un bon travail, j'en doute pas. Donc la question de fond, c'est est-ce que l'État québécois n'est qu'une structure juridique neutre, indifférente au peuple qui s'exprime à travers elle, ou à travers lui, en fait, à travers l'État, ou est-ce que l'État québécois incarne l'existence d'un peuple? Puis si oui, est-ce qu'il est en droit d'assurer la permanence de ce peuple? Manifestement, on se trouve devant des gens pour qui l'existence même du peuple québécois est un scandale. Et là, il y a des pédagogues qui disent, oui, mais la CAQ nous enfonce dans la gorge une vision, leur vision de ce que devrait être le Québec, alors que, bon, un cours devrait être totalement indépendant de toute volonté politique. On aurait dû laisser les pédagogues créer ce cours-là plutôt que, s'en remettre au ministre de l'Éducation. T'en penses quoi? Alors, premièrement, moi, s'il faut se fier aux pédagogues, je ne suis pas partant. C'est-à-dire, manifestement, les sciences de l'éducation, comme on les appelle depuis un bon moment, les facultés de sciences d'éducation, sont idéologiquement très orientées. Il faut lire là-dessus la thèse de doctorat de Joël Quérin,
que tu connais, et qui avait fait une étude sur ECR à l'origine, qui a fait un cours, sa thèse de doc sur les finalités du renouveau pédagogique. Et on voit que derrière ce qui se présente comme une éducation neutre, on se trouve qu'une éducation très idéologiquement militante, mais cachée derrière l'expertise pédagogique. Bon, première chose à rappeler. Deuxièmement, s'il y a un paradoxe dans la démocratie contemporaine, c'est qu'une société serait d'autant plus démocratique que le gouvernement élu ne pourrait pas se mêler de la façonner. Donc, c'est comme s'il devait avoir une autonomie absolue d'une fonction publique qui serait théoriquement, idéologiquement neutre. Et pourquoi élitons des gens finalement? Mais pour qu'il y ait le moins de contrôle possible dans la société. Mais non, je suis pas d'accord. Ensuite, il faudrait s'opposer de toutes nos forces à un programme caquiste, ou un programme péquiste, ou un programme libéral. C'est pas la question. Mais est-ce que le gouvernement est en droit de façonner certaines institutions, certaines pensées des programmes scolaires à partir d'une certaine idée du Québec? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour peu que ça soit fait justement dans le respect de la transmission des connaissances, du savoir, d'un patrimoine de civilisation et de culture, pour peu que ça soit pas militant. Mais une fois que c'est dit, l'autonomie absolue des pédagogues, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné ECR, ça a donné la déstructuration de l'école québécoise, ça a donné le sacrifice des connaissances pour des compétences, que les pédagogues prennent un peu, gardent une petite gêne. Écoute, je reviens à ce que les étudiants disaient dans les années 60, le tout est politique. C'est certain qu'un concept, l'idée d'une nation mise de l'avant par un gouvernement va être politique, c'est sûr et certain. Le multiculturalisme canadien, tu penses que c'est pas politique, ça? Mais c'est drôle. Le multiculturalisme canadien, non, c'est pas politique, c'est neutre. C'est neutre, c'est pas biaisé, c'est neutre, c'est la réalité. Alors que l'interculturalisme mis de l'avant par la CAQ, par exemple, ça c'est biaisé, ça c'est politique. Puis surtout, c'est que l'interculturalisme, soyons honnêtes, c'est simplement une version soft du multiculturalisme. C'est ça le pire. Alors que le Québec pourrait avoir sa propre vision, et on a notre tradition historique d'intégration. Ça s'appelle la culture de convergence. En fait, la culture de convergence, c'est au cœur de l'État québécois. Ensuite, après 95, ça a été un peu démantelé, transformé, mais il faut le redire, effectivement, le multiculturalisme est extrêmement politique. L'interculturalisme l'est aussi. Mais on est dans une société où on considère que toute décision gouvernementale est arbitraire. En instant, il y a des élections pour faire des choix de société. Il faut que ces choix de société-là se répercutent d'une manière ou de l'autre dans les décisions collectives. Sinon, ça veut dire que la démocratie est dépossédée et n'est plus qu'un théâtre qui n'a aucun ancrage dans la réalité des choses. Il y a quand même quelque chose là-dedans qui relève du grand délire. Donc non, je pense que il faut simplement rappeler certains principes élémentaires dans tout cela. Puis le multiculturalisme canadien, c'est une doctrine idéologique, c'est pas la nôtre. On peut avoir une autre vision de l'intégration, puis ensuite transmettre la culture québécoise. Si un système scolaire s'interdit de transmettre la culture d'un peuple et d'une civilisation, mais à quoi sert-il? C'est-à-dire là, il y a quand même un moment donné, on n'est pas dans le relativisme absolu. Il y a des repères de base. Je pense que cette culture mérite d'être transmise. Surtout, comme je viens de dire, si c'est pas les Québécois qui le font, qui le fera? Et en plus, c'est rendre service aux nouveaux arrivants, de leur présenter, c'est quoi le Québec, d'où on vient, c'est quoi notre histoire, etc. Tu sais, leur expliquer, par exemple, l'importance qu'a eu l'Église catholique au Québec et à quel point maintenant on est méfiant lorsqu'on voit la religion arriver par la porte d'en arrière. Tu sais, ça nous permet, par exemple, de mettre la loi 21 en contexte, de mieux la comprendre et tout ça. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Non, mais ce qu'il y a de mal, c'est l'existence du peuple québécois. C'est-à-dire, faut être clair, pour certains, le simple fait que le peuple québécois existe, c'est un outrage à la diversité. Bon, on a compris le principe. Mais effectivement, rappeler être capable de mettre en contexte notre propre histoire, notre propre parcours. Puis en dernier instant, on le dit, si des gens qui viennent de l'extérieur ne voulaient pas s'acculturer dans la société québécoise, mais ça pose la question de leur rapport à leur société d'accueil. C'est assez important. Mais pour que l'intégration se passe bien, mais la société d'accueil doit être capable d'expliciter ses propres repères, ses propres principes, ses propres tendances lourdes. Et un cours de culture québécoise, qui n'est pas un cours de souverainisme ou de fédéralisme ou d'autonomisme ou de tout ça, simplement, c'est délimiter le monde commun que nous avons en partage à l'intérieur duquel nos choix prennent un sens. Et ça, pour être capable de comprendre pourquoi il y a eu une question nationale au Québec, pourquoi il y en a une aujourd'hui, pourquoi la question du français est si importante, notre rapport au catholicisme, notre rapport, on pourrait documenter ça longtemps, on pourrait être capable de comprendre des grandes figures, de Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois,
à Jacques Cartier, à Samuel de Champlain, tout ça, on le voit dans d'autres matières. Mais d'être capable de condenser ça à la manière d'un patrimoine transmis, moi, je trouve que c'est une excellente initiative. J'espère ensuite que le ministère sera à la hauteur de cette mission. Ça, c'est une autre question. Il y a de quoi se méfier du ministère de l'Éducation au Québec. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que l'objectif est tout à fait louable. Et ce qui est drôle, c'est que j'entends pas certains pédagogues, certains syndicats déchirer leur chemise lorsqu'il y a des profs woke qui utilisent leur job de prof pour embrigader leurs étudiants dans le mouvement woke. Je les entends pas dire c'est épouvantable, ces gens-là outrepassent leur mandat et tout ça, mais ils ont peur, par exemple, qu'un prof souverainiste ou trop nationaliste commence à être un peu trop teinté dans leur cours. Ça serait épouvantable. Oui, parce que pour eux, le wokisme, c'est l'expression naturelle, évidente et incontestable du progrès de l'humanité. Ben, effectivement, quand on voit ça comme ça, on n'a pas le droit de s'y opposer, puis ça semble aller de soi. Pardon, je me rappelle, c'est une anecdote que j'ai déjà contée une fois ou deux, mais je pense en 2008, j'habitais sur Chambord à Montréal, juste devant une école. Et puis là, les élèves d'école primaire défilaient dans les rues tout l'après-midi en répétant « sauvons la planète ». Je me disais, bon, moi, j'ai rien contre sauver la planète, je trouve que c'est une bonne idée en général, mais c'était quand même de l'endoctrinement écolo sur le mode genre. Alors moi, j'ai absolument rien comme je sais contre l'écologisme en lui-même, mais si on les avait fait définir en disant vive le Québec libre, ça aurait choqué. Ouais. Je me dis, sauvons la planète, dans les circonstances d'un programme scolaire, s'il y avait quelque chose là-dedans qui relevait d'une forme d'idéologisation de l'enseignement. Mais ça, c'était pas choquant, parce qu'apparemment, il y a des causes qui sont pas choquantes, puis d'autres qui vont de soi. En tout cas, moi, face aux critiques qu'on entend depuis 24 heures sur le nouveau cours, moi, je dis, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est un peu ça, là. Oui, puis on dit qu'il est trop identitaire, trop ci, trop ça, puis moi, j'ai simplement envie de le rappeler. Vous avez eu pendant 15 ans un programme pour être capable d'endoctriner les Québécois. Vous l'avez fait. Une petite gêne, mes amis. Nous, il ne s'agit pas d'endoctriner, il s'agit de transmettre. C'est pas la même chose. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Allô, ami? Prof, mentor, supporter. Allô, mon premier A+. Yeah, tu seras pas le dernier. Et allô, confiance? Je veux dire, confiance. Allô à la meilleure version de moi-même. Allô, le monde. La Fondation TELUS pour un futur meilleur connecte des jeunes à un monde de possibilités en soutenant plus de 500 organismes de bienfaisance à l'échelle du pays chaque année. Rejoignez-nous à futurmeilleur.com. Choisir une phrase ou un mot de passe plus robuste. Mon cyberréflexe, changer Minou 123 que je mets partout pour un mot de passe aussi original que moi. Aiguisez vos cyberréflexes sur desjardins.com/sécurité. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, je t'imagine mal enfant en train de passer l'Halloween. En fait, je vais te dire, je t'imagine mal enfant. Je suis convaincu que je te vois pas en train de dire maman, lolo, mais plutôt en train de dire mère, pouvez-vous, s'il vous plaît, me procurer un peu de liquide pour étancher cette soif puissante qui me dévore l'estomac. C'est comme ça que je t'imagine. Ouais, non, j'étais plutôt simple que ça. Je demandais comme tous les enfants un peu de quick, là. J'étais pas très original. Donc, j'étais un quick où j'ai des palettes de chocolat, là. Mais est-ce que tu passais l'Halloween et si oui, tu te déguisais? Bien sûr. Jusqu'à la fin du primaire. Et normalement, mon seul objectif, c'était de me déguiser d'une manière ou de l'autre en soldat ou en chevalier templier. Pour une raison qui m'échappe, j'ai un costume de chevalier templier qui remonte, je pense, à la 5e année, où donc j'avais une espèce de grande jaquette avec une croix des Templiers, plus un espèce de chapeau qui m'étouffait complètement, que je prenais pour un homme de Templier. Donc non, ça me rappelle mes derniers... Et le dernier déguisement d'Halloween que j'ai eu, je crois, c'est autour de 22-23 ans. J'étais déguisé en prêtre, ce qui me permettait de donner ma bénédiction aux gens. Oh. Mais pour le reste, cela dit, ce n'est pas une fête dont j'ai l'habitude. Mais on voit déjà jeune l'amour des institutions, une certaine droiture aussi, là. Hein, c'était militaire, soldat, templier ou alors prêtre.
Manifestement, il y a comme des traits de caractère qui se révèlent à travers des déguisements. Mais justement, on regarde ce qui s'est passé à l'UQAC et le party d'Halloween qui était sous le signe de la journée des morts et qui a dû se débaptiser en quelque sorte parce que ça relevait de l'appropriation culturelle. Ben, encore une fois, c'est assez fascinant à quel point la question de l'Halloween depuis quelques années est devenue un des lieux de focalisation des querelles autour de l'appropriation culturelle. Petit souvenir, je sais pas si tu l'as à l'esprit, moi ça m'avait marqué, c'était il y a, je crois, je le dis de mémoire en espérant ne pas me tromper, je crois que c'était sur le site Ton Petit Look. Ça se peut que je me trompe, je le précise pour ne pas, au cas où je me tromperais. Il y avait eu, par exemple, un guide des costumes d'Halloween légitimes pour ne pas, justement, verser dans l'appropriation culturelle. Puis d'ailleurs, ça circulait beaucoup sur Internet, et ainsi de suite, des costumes, des listes de costumes pour ne pas être dans l'appropriation culturelle, pour ne pas piller telle ou telle communauté. On sait aussi, ça, c'était, je crois, en 2019 au Canada anglais, à Toronto, si je ne me trompe pas. Il y avait eu la question, c'était une balle costumée. Puis là, les gens, c'était, je pense, une soirée asiatique. Donc, les gens avaient pris des codes vietnamiens, des codes chinois, des codes japonais. Et ça avait été vu comme appropriation culturelle. Le déguisement était vu comme illégitime. Or, le propre du déguisement, c'est l'appropriation de l'identité de l'autre, le temps de porter sa tenue d'une manière ou de l'autre. Eh bien, aujourd'hui, ça fait rager ceux qui sont des intégristes de l'identité ethnique et religieuse. Mais n'importe qui est allé au Mexique dans le temps des fêtes, dans les boutiques mexicaines, tenues par des Mexicains, vendant des objets folkloriques mexicains, qu'est-ce qu'ils vendent? Des sombreros, des maracas, puis des ponchos. Ils vendent ça. Ils sont contents de vendre ça. Aujourd'hui, dans ma chronique, hier, je suis allé sur des sites Internet de boutiques autochtones, sur les réserves autochtones, propriétés d'Autochtones. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Des calumets de paix, des masques, des plumes, des capteurs de rêve, bref, des objets de leur patrimoine. Ils veulent que tu l'achètes, puis ils veulent que tu l'exposes chez toi. L'appropriation culturelle, c'est une notion de blanc bobo. C'est ça? Oui, en fait, c'est assez fascinant parce qu'on nous a chanté pendant 30 ou 40 ans les gloires et les vertus du métissage. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que quand le métissage fonctionne, ou d'une manière ou de l'autre, c'est jamais le métissage, c'est toujours à la fois profond et superficiel. C'est-à-dire, j'aime cette mode, j'emprunte ce vêtement, puis au fond des choses, quelquefois, j'emprunte des codes culturels qui nous étaient pas familiers. Bon. Mais ça, aujourd'hui, c'est vu comme une forme de de pillage symbolique et culturel mené par les Occidentaux. Et on oublie que chaque culture aime finalement plonger dans son noyau pour offrir une certaine image d'elle-même. Et puis, ce qu'on aime d'une culture, c'est aussi l'image qu'elle renvoie d'elle-même. C'est-à-dire, quand on va en France, on a une certaine idée de ce que sont les Français, une certaine idée de ce qu'est la vie française. Quand on vient au Québec, on a une certaine idée de ce qu'est la vie québécoise. Et ainsi de suite, d'un pays à l'autre. Mais tout ça heurte la sensibilité désormais de nos hyperfragiles, de nos susceptibles de profession, qui d'une manière ou de l'autre sont toujours indignés de quelque chose. Je pense que Raphaël Enthoven avait parlé de la tyrannie des indignés, des offusqués. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Et de l'autre côté, on a des espèces d'invertébrés absolus qui, à la moindre critique d'appropriation culturelle ou ainsi de suite, disent oh là là, on s'excuse, on n'aurait pas dû, on voulait pas vexer, comment avons-nous pu oser, et ainsi de suite. Donc, c'est cette espèce de croisement entre le fanatisme des indignés d'un côté et la lâcheté des institutions et des autorités de l'autre qui fait cette culture à la fois rigide et mollassonne, rigide du côté du fanatisme et mollassonne du côté des institutions, ce qui fait qu'un party d'Halloween devient matière à scandale, ce qui est quand même le grand délire. Écoute, on peut-tu juste avoir du fun? C'est ça, j'ai envie de dire. Non, quiconque n'a pas mis sur sa tête un sombrero lors d'un party fortement arrosé, complètement paf, avec un sombrero sur la tête, une margarita dans la main, n'a pas vécu. Oui, mais alors, rajoutons. Si on décide de pousser l'absurde assez loin, qui n'a pas, d'une manière ou de l'autre, porté un jour un chapeau de cow-boy en se prenant pour un instant pour un Albertain ou un Texan en disant Calgary Stampede ou des phrases semblables. Bon, alors, est-ce qu'elle est de l'appropriation culturelle albertaine ou entre blancs, c'est légitime? Bon, on sait jamais en c'est assez complexe, les codes. Mais puis, ce que j'aime par ailleurs, parce que ça va plus loin, il faut se souvenir, cette professeure de yoga, je crois, à l'Université d'Ottawa, si je ne me trompe pas, qui avait été accusée de faire de l'appropriation culturelle parce qu'elle était blanche et enseignait le yoga. Et tout, donc, ça revient en boucle, mais en boucle, ces sujets-là. Et
tous ceux qui nous disent oui, mais c'est une affaire de petit milieu, puis c'est pas vraiment important, puis c'est pas profond. Non, c'est rendu que ça définit la culture populaire aujourd'hui. Et c'est, quoi qu'on en dise, c'est une dimension politique forte, parce qu'à travers ça, c'est le droit finalement de se caricaturer, le droit de se grimer, le droit de rire, le droit de jouir, le droit d'avoir du plaisir dans la vie. Eh bien, tout ça sous le contrôle des nouveaux puritains. Ben oui, mais les règles du bon comportement woke sont complètement débiles. Par exemple, si tu es, je sais pas, un chef cuisinier, tu as un restaurant, tu es blanc et tu fais des sushis, c'est de l'appropriation culturelle et c'est pas correct. Mais par contre, si tu es un chef haïtien et que tu fais des sushis, ça c'est le fun parce que tu fais partie d'une culture qui est dominée et non d'une culture dominante. Donc, entre cultures dominées, il peut y avoir des échanges culturels, mais pas, tu sais, un blanc qui fait des sushis, non. Un noir qui fait des sushis, oui. C'est ridicule. À quel point on fabrique une société de féodalisme ethnique, de féodalisme religieux, de féodalisme raciaux, avec des petites baronnies identitaires où chacun fait valoir ses privilèges et ses droits, où les uns sont dans la catégorie des coupables, les autres sont dans la catégorie des victimes, où les uns sont bourreaux, les autres ont des droits en tant que victimes éternelles. On entre dans une société qui est à la fois absurde et puritaine. En fait, le puritanisme est souvent absurde. Une société qui écrase les libertés, qui écrase la créativité, qui idéologise et politise tout, qui ne permet plus aux gens de respirer. Et ça, on voit que les nouvelles générations sont socialisées dans cet environnement mental, dans cet univers mental. Mais tu parles des nouvelles générations. Régulièrement, dans nos médias, il y a des reportages sur la consommation inquiétante d'antidépresseurs, par exemple, chez les jeunes. Les jeunes sont extrêmement stressés. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'un syndrome de stress. Mais écoute, c'est certains qui sont stressés. On leur dit, dis pas ça, fais pas ça, chante pas une toune mexicaine, mets pas un sombrero, déguise-toi pas comme ça à l'Halloween et tout ça. Et moi, quand j'étais jeune, je faisais ce que... Là, aujourd'hui, ils ont tellement de guides et de paramètres et tout ça. C'est certains qui stressent. Ah ben, t'as absolument raison. On aime ça, c'est le quadrillage intégral de l'existence. Oui. C'est une existence balisée, normée. Mais c'est vrai dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire que quand on œuvre, tous les domaines de l'existence sont sous le signe de la rééducation aujourd'hui. Sont l'espèce de liberté anarchique dans le bon sens du terme. Là. C'est-à-dire la liberté de fichez-moi la paix. Il y a une formule de Pompidou en France qui est assez célèbre, c'est cesser d'emmerder les Français. Bon, on pourrait dire cesser d'emmerder les Québécois. C'est pas grand-chose qu'on demande. C'est simplement de nous ficher la paix. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la colonisation du quotidien par l'idéologie fait en sorte qu'il n'est plus possible d'avoir la paix. Puis on se rassemble pour faire une fête et on risque apparemment d'insulter des Mexicains parce qu'à Halloween, on appelle ça fête des morts. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, la réaction devant ça devrait être soit de rire, soit de s'en foutre, mais manifestement, puisque d'autres se couchent, on est obligé de leur prêter une colonne vertébrale, quitte à leur en tricoter une. Et c'est pour ça qu'on n'en sort pas, puisque ce qui devrait être des sujets ridicules deviennent des sujets politiques importants parce que c'est des révélateurs de l'état de la culture. Et écoute, Mathieu, il y a une série actuellement sur Anne Boylan. Anne Boylan, c'était une des femmes d'Henri VIII. Henri VIII, qui se débarrassait de plusieurs de ses femmes, qui les faisait décapiter, etc. On a fait une série sur Anne Boylan, qui était une des femmes d'Henri VIII. Anne Boylan, bien sûr, elle était blanche, c'était une Britannique, tout ça. On a fait jouer le rôle d'Anne Boylan par une Noire. Historiquement, elle était pas non. T'imagines-tu, toi, qu'on fasse un film sur un personnage historique noir, par exemple, Martin Luther King, c'est un bordel, et que c'est un comédien blanc qui joue Martin Luther King, mais tout le monde capoterait? Mais c'est ça qui est absurde. C'est-à-dire, moi, que pour jouer Martin Luther King, il fallait un noir. Et puis pour jouer le Charles de Gaulle, il fallait un blanc. Ça va de soi. C'est cette question de crédibilité historique, c'est élémentaire. Pour Joanne Boleyn, c'est normal. Dans l'histoire de l'Occident, je suis désolé, c'est ainsi. Elle était blanche. Globalement, les blancs étaient là. C'est comme ça. J'en suis très bon. Elle évolue, ça se transforme très bien. Le souci de la crédibilité historique, c'est en sorte que si on représente une ville au Moyen-Âge, elle va être blanche pour l'essentiel. Si par ailleurs on représente le monde d'aujourd'hui, mais là, effectivement, il faut intégrer d'autres facteurs, d'autres paramètres. Mais là, on est dans l'espèce d'idéologisation à outrance. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je m'étais opposé, parce qu'il y avait la question, est-ce que il y a des fêtes populaires à Orléans? Puis
puis on demande de personnifier Jeanne d'Arc. Puis c'était une jeune métisse qui jouait Jeanne d'Arc. Et certains avaient dit non, il faut qu'elle soit blanche. Un instant, c'est pas la même chose, parce que là, c'est pas jouer dans un film Jeanne d'Arc, c'est un personnage, c'est un espèce de symbole populaire. Puis le critère, si vous êtes intégré à la culture française, vous êtes noir, jaune, mauve, on s'en fout, si vous appropriez ce symbole-là, vous pouvez le personnifier dans un concours. La couleur de peau rentre pas dans un concours. S'il s'agit de représenter ceux qui avaient dit il faut qu'elle soit blanche à tout prix, je trouvais qu'ils racialisaient à outrance. Je trouvais ça insensé. Inversement, si on veut de la crédibilité historique pour un personnage, Martin Luther King n'avait pas l'air d'un Japonais. Et puis, Hirohito avait pas l'air d'un Moldave. Et puis, Staline avait pas l'air d'un Brésilien. Et on peut multiplier ça comme ça. Ça existe. Mais c'est qu'apparemment, la seule possibilité de nommer le réel et les absurdités dans lesquelles on cherche à l'encager aujourd'hui, ça relève de la provocation, de la discrimination, du racisme. Une des comédies musicales les plus qui a remporté le plus de prix et qui a eu de plus grand succès aux États-Unis ces dernières années, c'est Hamilton, sur Alexander Hamilton, qui est un des auteurs, un des gars qui a écrit la Constitution américaine, une personnalité extrêmement importante. Oui. Hamilton était blanc, on le fait jouer par un noir. Il était pas noir, on va dire, c'est pas, tu sais, il était blanc. Imagine-toi encore, là, si on faisait l'inverse, tout le monde capoterait. Voyons. Évidemment, c'est pour ça que c'est le 2 poids 2 mesures qui est choquant là-dedans. Puis moi, j'y reviens. Est-ce que, par exemple, on a la question de James Bond. Autant James Bond 007, c'est pas rien, c'est un homme blanc vrai qu'on le connaît. S'il y a un nouveau personnage, il sera noir, puis on s'en fout complètement, puis il n'y a aucun souci si c'est un nouveau personnage. Mais cette idée de quelquefois mener guerre de symboles, guerre culturelle, c'est que ça idéologise à outrance ce qui ne devrait pas être idéologisé. Ça vient quadriller l'existence à partir de névroses idéologiques, puis j'y reviens parce que ça me semble essentiel, c'est que pour ce qui est de créer du nouveau, créer du neuf, effectivement, on crée à partir du monde d'aujourd'hui et du monde actuel. Mais si il s'agit d'avoir un minimum de crédibilité historique, là, on décide d'avoir des personnages ressemblants. Puis à travers ça, de même, si je peux me permettre, on fera pas jouer un espèce de grand gaillard là, de 7 pieds 2, musclé, élancé, beau et désirable, Churchill. C'est comme ça. C'est-à-dire, pour jouer Churchill, il faut quelqu'un qui a l'air quand même d'un type un peu bulldog. C'est comme ça la vie. Pourquoi pas une femme pour jouer Churchill? Tiens, non, ça va être ça à un moment donné. On prend une femme. Et voilà pourquoi, en ces matières, on aurait envie de désidéologiser d'un coup la culture, puis de ramener à la fois l'intelligence, le bon sens, l'humour, la forme de légèreté, puis en même temps le respect des formes et des institutions. Mais cette espèce de rappel du bon sens est aujourd'hui classé dans la réaction. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'on vit dans une des époques les plus idéologiques qui soient. Non, mais les plus absurdes, là. Effectivement, un film sur, Churchill joué par une naine noire. Ce serait excellent, ce serait génial. Et de même que si on décidait de faire jouer, poussons ça de la même manière, si on décidait de faire jouer Margaret Thatcher par un grand colosse à l'allure germanique, ça marcherait pas. C'est comme ça. Mais c'est très étrange à quel point, en dernière instance, notre discussion ici, c'est qu'on cherche à décrypter la folie de l'époque, et le fait est que cette folie-là est bien réelle et bien présente, et c'est nous qui passons pour fous. Une sorte d'inversion des codes de la rationalité. Donc c'est notre travail, jour après jour, pour chercher à ramener un peu de raison dans la folie présente. Oui, puis ajouter un peu d'humour là-dedans. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Salut, Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, tu veux revenir sur la nomination de Mélanie Joly au poste très prestigieux de ministre des Affaires étrangères du Canada. Oui, alors pour différentes raisons. Je voulais écrire sur ça dans les prochains jours et Antoine Robitaille a un peu écrit aujourd'hui le texte que j'aurais voulu écrire. Donc je me permets de partir de ce texte pour en dire davantage. Antoine relit le livre de Mélanie Joly, car Mélanie Joly a écrit un livre, qui présente sa vision du monde, qui était un peu une vision très désincarnée de l'État. C'est-à-dire, il faut en finir avec l'État-nation, il faut une forme de gouvernement mondial, il faut ramener le pouvoir vers les villes, les grandes métropoles, les provinces comptent de moins en moins, les nations comptent de moins en moins. Il se trouve que Mélanie Joly est donc désormais en charge des affaires étrangères de cet État souverain qu'est le Canada. Par ailleurs, le Canada, ne l'oublions pas,
a rebaptisé son ministère des Affaires étrangères depuis un certain temps Affaires mondiales, comme si finalement la distinction entre le national et l'étranger, entre l'intérêt national canadien et l'intérêt mondial de l'humanité, je sais pas comment l'appeler, il y avait quelque chose de scandaleux là-dedans, donc il fallait par le vocabulaire effacer la trace du national ou de l'étatique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir donc le grand décalage entre la fonction qu'elle occupera, parce que même si le Canada se voit comme le laboratoire d'un nouveau modèle de citoyenneté sous le signe du multiculturalisme et du multilatéralisme et de la fin de l'État-nation et de la construction d'une gouvernance globale, le Canada, pour un certain temps encore, va avoir à défendre ses intérêts sur la scène mondiale, sur la scène internationale, en politique étrangère, et nomme donc quelqu'un qui fondamentalement conteste la légitimité du poste qu'elle occupera. C'est assez intéressant. Il y a deux manières de lire ça. Soit elle va véritablement chercher à aligner son discours, en fait, la politique étrangère du gouvernement canadien sur la logique mondialisante, mondialiste, gouvernance globale qui est la sienne. C'est tout à fait possible. Ou finalement, c'est l'autre hypothèse, en politique, pour une certaine génération aujourd'hui, le discours politique qu'on adopte, c'est simplement le discours qui permet d'accélérer son ascension sociale, de franchir un nouveau cap, de gravir chaque étape, de monter chaque étage finalement de l'ascension sociale. Puis s'il fallait à 30 ans ou à 35 ans être pour une mondialisation post-nationale qui déconstruit les États, ben tant mieux. Puis si dans 5 ans il faut adopter un autre discours pour arriver au sommet de la classe politique, eh ben on le fera aussi. En la matière, le cynisme commande tout. C'est assez intéressant, finalement, cette espèce de concentré de leçons sur la vie politique et l'ambition qui est représentée ou incarnée dans la nomination de Mélanie Joly. Et justement, puis elle n'a pas l'expérience. C'est pas Colin Powell, c'est pas Henry Kissinger, c'est pas Dominique de Villepin. D'ailleurs, en parenthèse, ceux qui n'ont pas entendu le discours de M. de Villepin à l'ONU lorsqu'il plaidait contre l'intervention américaine en Irak, allez voir ça, c'est un des plus grands discours de l'histoire politique moderne. Écoute, elle n'a pas cette expérience-là. Et non seulement ça, mais elle arrive à une époque où tout est à refaire, où c'est vraiment un champ de ruines, la politique internationale du Canada. Tout est à refaire, nos relations avec les États-Unis, nos relations avec la Chine. Donc, ça prend d'autant plus quelqu'un qui est expérimenté. Et là, on envoie une novice. Vraiment? Ouais, ben voilà. C'est à ce moment-là qu'on voit la dure réalité de la politique internationale. C'est-à-dire, on a beau croire que les États ne doivent plus exister, à la gouvernance globale, tous ces machins, là. Mais manifestement, le rapport qu'a eu le Canada avec la Chine sur la question des deux Michael nous rappelle que des intérêts contradictoires existent entre les États. La question de la frontière avec les États-Unis, c'est vital pour le Canada, cette question-là. Manifestement, les États n'ont pas tous les mêmes intérêts. La question de la place du Canada dans le monde aujourd'hui, c'est une question, moi je suis un indépendantiste, mais tant qu'on est encore dans ce pays-là, la question de la politique étrangère canadienne pèse. Je redoute qu'on ait comme politique étrangère seulement avec Mme Joly une espèce de discours lénifiant, désincarné, guimauve, bonbon, calinours, un éloge de la paix dans le monde, cette idée qu'il faut lutter contre les changements climatiques, et puis éviter les discriminations, puis tous s'aimer, puis kumbaya, alors qu'on a envie de dire, d'accord, tous ces principes-là sont très bien, mais la politique étrangère, c'est défendre la spécificité de son propre État et ses intérêts dans le monde qui vient. Et j'ai l'impression que Mme Joly n'est pas nécessairement celle qui a la réflexion la plus profonde sur le monde tel qu'il est, tel qu'il demeurera, tel qu'il évolue. Et est-ce que ça veut dire que finalement Justin Trudeau a finalement réduit la politique étrangère à une forme de politique de communication? C'est possible. C'est peut-être que lui-même ne parvient pas à comprendre le rôle de ce ministère dans le monde dans lequel on évolue, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de... Je crains que la politique étrangère canadienne soit frappée du saut du ridicule à travers cela. C'est-à-dire que Mme Joly soit une femme intelligente, je n'en doute pas un seul instant, mais elle n'a manifestement ni la profondeur historique, ni la profondeur culturelle, ni la perspicacité géopolitique pour comprendre la fonction. Peut-être l'aura-t-elle dans 5 ans, mais pour l'instant, elle ne s'est pas préparée pour un poste de cette envergure, mais peut-être se croit-elle, on sait qu'elle a voulu commencer en politique en devenant maire de Montréal, mairesse de Montréal. Elle se voit manifestement un jour dans le rôle du premier ministre, peut-être considère-t-elle que tous les postes sont de bons tremplins.
il va quand même falloir qu'elle adapte son système de pensée, son système mental pour être capable d'occuper ces nouvelles fonctions. Et le monde n'est pas un royaume de bisounours peuplé de licornes avec des arcs-en-ciel. Regarde Xi Jinping de la Chine, regarde Vladimir Poutine de la Russie. Ce sont des gens qui ont compris que le monde est une jungle, que le monde est une guerre, est un conflit, au plus fort la poche, etc. T'arrives pas là rempli, pétri de bonnes intentions, là. Ben, on quitte complètement l'univers de Fukuyama. Hein. C'est-à-dire Fukuyama qui disait la fin de l'histoire, et puis le monde sous le signe du droit et du marché, puis la démocratie libérale étant son empire jusqu'à la fin des temps. Manifestement, on entre dans un monde, et on peut s'en désoler d'ailleurs, où c'est le retour de la politique de puissance. Hein. C'est la fin, par ailleurs, de l'illusion d'un monde centré sur l'Occident. On voit que les États-Unis eux-mêmes se descendent de l'Europe et se passionnent davantage pour l'Asie aujourd'hui. On l'a vu dans le dossier des sous-marins nucléaires de l'Australie, dont on a beaucoup parlé en France ces derniers temps. La Russie retrouve une politique de puissance avec Poutine. Bon, c'est pas Staline, Poutine, mais c'est pas non plus le modèle d'une démocratie libérale, disons ça comme ça, d'un euphémisme. Ensuite, la Turquie, qui a une politique d'intimidation par rapport à l'Europe, qui menace toujours d'ouvrir les vannes migratoires, qui traite les populations turques installées en Europe comme tout autant de colonies de peuplement devant répondre aux exigences stratégiques de la Turquie. On regarde les États-Unis eux-mêmes. Autant de Trump qui a eu la tentation isolationniste, mais en dernière instance, isolationnisme ou non, les États-Unis ont leur propre politique, qui est une politique impériale. Bon. Et là, on a le Canada. On a Madame, j'imagine une rencontre entre Madame Joly et le ministre des Affaires étrangères russe ou turc, ou chinois, en disant, s'il vous plaît, voulez-vous bien respecter les principes canadiens, s'il vous plaît, des droits de l'homme et tout ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de décalage entre la figure de la politique étrangère canadienne et la politique étrangère de ces pays qui ont une certaine puissance et qui prennent ça au sérieux, même si par ailleurs ils ont des modèles politiques qui sont pas les nôtres, dont on se désole. On la voit des koalas se battre contre des ours, là, contre des grizzlies. Et écoute, en terminant, je veux t'entendre là-dessus. Les talibans, bien sûr, qui dirigent l'Afghanistan. Et là, on apprend que les grandes instances d'organismes humanitaires ou alors même les gouvernements, lorsque c'est le temps de dealer avec les talibans, de négocier, on envoie seulement que des hommes parce qu'il faut respecter leur culture. Et chez leur culture, t'envoies pas des femmes parce qu'ils ne respectent pas les femmes. Et là, il y a des gens qui disent, attends une minute, là. En Occident, là, nous autres, on croit à l'égalité des sexes. Pourquoi on se plierait au délire des talibans lorsqu'on négocie avec eux? Parce que c'est la real politique, hein. C'est ça qui est tragique là-dedans. C'est-à-dire ça heurte nos valeurs, mais ceux qui sont au pouvoir en ce moment en Afghanistan, ce sont des talibans. Si on veut leur parler, il faut quelquefois fonctionner. Et c'est le drame de la politique étrangère qui ne recoupe pas les codes de la morale. Et puis moi, c'est pour ça que là-dessus, en ces matières, ma politique est assez simple. Quand ça se passe chez nous, ça fonctionne selon nos codes. Il n'y a aucune concession à faire avec le début d'un quart de huitième de revendication islamiste chez nous. Quand on doit négocier avec un État étranger, quelquefois, il faut se plier au code de la real politique. C'est pas agréable, mais si c'est la condition, je dis pas que je m'en réjouis, je dis même pas qu'il faut le faire, je dis qu'il faut simplement ne pas en être surpris. Donc, selon toi, on devrait pas, au contraire, les provoquer en envoyant des femmes en disant, regardez, là, nous autres... J'aimerais que si on les envoie, elles puissent revenir. C'est ça, c'est pas un détail, c'est-à-dire que il y en a d'ailleurs, la question se pose, ça va même au-delà du point que tu donnes, que ce que tu évoques, c'est est-ce qu'on doit, par exemple, avoir des relations diplomatiques avec les talibans? C'est un régime détestable, fondamentalement. Mais De Gaulle avait cette formule, la France reconnaît les États et ne s'intéresse pas au régime. Donc, autrement dit, quel que soit le régime dans un pays, il y a un État, on fonctionne avec. Il y a toutes les raisons de maudire ce régime, puis on peut espérer qu'il évolue, puis tout le temps on peut espérer, je pense pas que ça va évoluer, mais on peut le souhaiter. Mais sur le fond des choses, je pense qu'il faut accepter, je le dis avec tristesse, mais il y a quelquefois des codes quand on arrive dans un pays, ne serait-ce que pour la protection de nos propres diplomates. Une fois que c'est dit, chez nous, cela dit, pas le début d'un quart de huitième de concession devant ça. Puis encore une fois, si nos États sont assez forts pour être capables d'imposer, de casser la logique talibane, tant mieux. Mais tout ça pour dire que je regarde ça, la politique étrangère n'est pas le domaine des principes les plus fermement évoqués. C'est le domaine des compromis, quelquefois les plus laborieux. Et je ne suis pas surpris de cela, même si je m'en désole, évidemment. Et concernant Mélanie Joly, bien, on jugera l'arbre à ses fruits, comme on dit. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On se reparle demain. Allô, amis, prof, mentor, supporter. Allô,
Mon premier A+. Yeah! Tu seras pas le dernier. Et allô, confiance? Je veux dire, confiance. Allô à la meilleure version de moi-même. Allô, le monde. La Fondation TELUS pour un futur meilleur connecte des jeunes à un monde de possibilités en soutenant plus de 500 organismes de bienfaisance à l'échelle du pays chaque année. Rejoignez-nous à futurmeilleur.com. Choisir une phrase ou un mot de passe plus robuste. Mon cyberréflexe, changer Minou 1, 2, 3 que je mets partout pour un mot de passe aussi original que moi. Aiguisez vos cyberréflexes sur desjardins.com/sécurité. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, 5 ans pour avoir été condamné à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel par le tribunal des droits de la personne. L'humoriste Mike Ward a finalement eu gain de cause aujourd'hui. La Cour suprême a tranché en sa faveur, mais 5 juges contre 4. Donc, c'est une victoire à l'arraché. Si tu permets, Mathieu, je vais lire un extrait du jugement. Bien que M. Ward prononce des méchancetés et des propos honteux liés au handicap de M. Gabriel, ces propos n'incitent pas l'auditoire à traiter celui-ci comme un être inférieur. Situés dans leur contexte, ces propos ne peuvent être pris au premier degré. Par contre, il y a des juges dissidents qui étaient pas d'accord et qui disaient que Mike Ward est allé trop loin. Je te cite un extrait d'un juge dissident. Ces blagues sur sa tentative de noyer Jérémy Gabriel s'inspiraient de stéréotypes pernicieux, voulant que les personnes handicapées soient des objets de pitié et des fardeaux pour la société dont on peut se débarrasser. Donc, il a, à l'avis des juges minoritaires, Mike Ward complètement usé de façon complètement disproportionnée de son droit à la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? D'abord et avant tout que cette histoire n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est-à-dire, on est devant une tentative de judiciariser la liberté d'expression, de l'encoder, de l'enserrer, de l'emmailloter, de la gainer. Bon. Et j'avais grand malaise depuis le début. Je précise, même si c'est pas nécessaire, que j'ai très peu de sympathie en soi pour Mike Ward, que son humour n'est pas le mien, que c'est pas, je trouve qu'il est souvent déplacé, fait la liste des termes, quelquefois je le trouve odieux, mais on vit dans une société libre, une société libérale, il est permis de se moquer, surtout des personnalités publiques. Il est permis de rire des figures publiques à partir de ce qui les caractérise, d'une manière ou de l'autre. Et cette espèce de volonté de transformer, de se victimiser, de chercher finalement à censurer en créant des petits blasphèmes. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas rire désormais des handicapés, on ne pourra pas rire demain des gros, on ne pourra pas rire des intellos, on ne pourra pas lire des personnes à lunettes, on ne pourra pas lire des femmes, des hommes, des noirs, des blancs, des musulmans, et ainsi de suite. Là. C'est que chaque groupe décide finalement d'institutionnaliser son petit blasphème, de ritualiser son idée du blasphème, et ça crée des conditions d'une société de plus en plus étouffante. Je note que c'est le tribunal des droits de la personne de mémoire qui l'avait condamné. Et moi, je suis assez réservé envers ce tribunal en particulier, qui est un tribunal plus souvent militant et activiste qu'autre chose. C'est un tribunal qui, je crois qu'il y a une conception du droit plus militante qu'il ne le devrait. Je constate qu'avec le résultat donc des juges 5 contre 4 à la Cour suprême, une certaine conception de la société sous le signe donc de l'idéologie victimaire et de la censure progresse. Pour l'instant, ça a été stoppé, mais en dernière instance, il faut se réjouir néanmoins de ce jugement qui nous conserve la liberté d'expression, qui n'est pas que la liberté de dire qu'on aime la tarte aux pommes avec de la crème glacée. C'est aussi la liberté, quelquefois, de faire des blagues offensantes. C'est la liberté de faire des blagues choquantes. Et je pense que de ce point de vue, c'est une bonne décision, une décision sensée, ce qui ne veut pas dire qu'on apprécie le contenu du propos de Mike Ward à l'origine de cette querelle. Écoute, moi, le feeling que j'ai, Mathieu, c'est que si ce jugement-là avait été rendu, mettons, il y a 3 ans, ça aurait été 6 juges en faveur de Mike Ward, 3 juges contre, et si ce jugement-là aurait été prononcé dans 3 ans, ça aurait été 6 juges contre Mike Ward et 3 juges pour. Tu as évidemment raison. On sent là-dessus une évolution aujourd'hui au nom du droit de chacun de ne pas être offensé. Au nom du droit de chacun de ne pas à se présenter le fait de ne pas être offensé dans le langage de l'antidiscrimination. Mais tout ça
tout ça fait en sorte que c'est comme je dis, c'est une espèce de nouvelle morale publique qui s'impose et qui finit par travailler le droit. Et là, on peut craindre, mais tu sais, moi j'ai l'impression que dans bien des domaines de notre société, si je peux me permettre, on est en train de basculer d'un monde à un autre. Et sur ce coup-là, ben, c'est une décision importante, mais sachant l'évolution des mentalités qui poussent à l'interprétation du droit, on peut croire qu'il s'agit presque d'un baroud d'honneur ou d'une dernière décision courageuse avant que nous ne basculions devant cette espèce de tyrannie des victimes autoproclamées qui cherchent toujours à faire taire au nom du droit ou à faire payer au nom du droit ceux qui auront usé de leur liberté d'expression d'une manière qui nous est désagréable. Mais le système de justice ne devrait-il pas être protégé des modes? Sur le droit, dans les faits, oui, mais comment faire? C'est-à-dire que le droit soit influencé par des mentalités globales. C'est un fait. Prends simplement l'exemple des droits de l'homme. C'est-à-dire, la définition originelle des droits de l'homme et ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est deux mondes parallèles. C'est-à-dire, selon ce qu'on appelait la discrimination hier, la discrimination aujourd'hui, les juges ont sans cesse étendu leur interprétation de certains principes. Ils ont sans cesse étendu leur interprétation du droit. Ils ont, à travers cela, gagné un pouvoir croissant sur la société. Ils ont un véritable pouvoir aujourd'hui de changement social. Les juges ne sont plus les gardiens, les conservateurs du droit. Ils sont souvent des activistes juridiques qui ne disent pas leur nom parce qu'ils interprètent les textes juridiques comme souvent à la lumière de textes dits sacrés, les constitutions, les déclarations des droits, les chartes et ainsi de suite. Et à partir d'une révélation, la révélation aujourd'hui de la société diversitaire, et puis ensuite, dans cette logique, ils se permettent de modifier les institutions sociales, de transformer en droit ce qui était autrefois des décisions politiques. Et donc non, la prise de pouvoir par les juges est un fait sociologique documenté. Et je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils soient le plus rigoureux dans leur interprétation du droit, mais l'histoire des 50 dernières années nous prouve que c'est pas ce qui arrive. Et de ce point de vue, on est en train de basculer, même dans la matière de liberté d'expression, une conception assez libérale du droit, une conception beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus encadrée idéologiquement. Puis je fais le contraste entre la France et le Québec là-dessus. En France, les lois sur la liberté d'expression sont très contraignantes. Ça en est assez fascinant. Mais moi, j'aime dire, les Français n'ont le droit de rien dire, mais veulent tout dire. Alors que chez nous, on a le droit de tout dire, mais on veut rien dire. Bon. Mais j'ai l'impression que dans quelques années, on ne pourra plus tout dire et que finalement, ces inhibitions, ces interdits vont finir par modeler le droit directement. Et tu sais que, Justin Trudeau, au cours de ses mandats, a nommé des juges sur la Cour suprême. Là, je peux pas te dire si les juges nommés par Justin Trudeau font partie des juges dissidents, c'est-à-dire des juges anti-Mike Ward, mais ça ne m'étonnerait pas. Il me semble que les juges nommés par Justin Trudeau, d'après moi, ils sont assez sympathiques à l'idéologie woke. C'est une chose à vérifier, c'est une bonne question à poser. Effectivement, je regarderai, je suis curieux, tu fais une bonne observation, ça reste à voir, mais effectivement, les juges, en fait, ne sont pas des êtres inanimés. C'est-à-dire qu'ils ont une subjectivité. Et puis, je connais aucun pouvoir qui, dans la vie, ne cherche pas à s'étendre. C'est une question de base. Tous les pouvoirs cherchent à s'étendre. Le pouvoir des juges cherche à s'étendre aussi aujourd'hui. Comment peut-il s'étendre, puisqu'il ne dépendent pas de l'élection? Eh bien, ils ont mis des interprètes des textes sacrés. Puis les textes sacrés, donc les chartes, sont plus importants que la décision populaire. Donc, ils sont là pour encadrer, définir, structurer le débat public. Puis la souveraineté populaire doit s'exprimer dans les paramètres fixés par ces textes sacrés, interprétés par les juges, qui ont véritablement une fonction cléricale aujourd'hui. Bon, alors ça, qu'est-ce qui se joue à travers ça? C'est un changement de régime politique. Fondamentalement, nos sociétés, en passant, on appelle ça l'état de droit aujourd'hui, mais c'est une blague. L'état de droit, c'est pas ça. L'état de droit, c'est la défense des libertés publiques. On nomme aujourd'hui état de droit le gouvernement des juges. Et ce qui se passe dans l'affaire Mike Ward, c'est qu'on voit le basculement de la légitimité d'un ancien modèle à un autre, avec le jugement tel que tu dis, 5 contre 4. On voit que deux conceptions s'affrontent et on sait vers où va le courant historique. Il ne va pas vers la défense de la société libérale. Et on en fait l'expérience de plus en plus. Tout à fait. Mais on a le droit, Mathieu, on a le droit à la bêtise, le droit au mauvais goût, le droit même à la grossièreté, le droit à l'erreur. Ah oui, bien sûr, mais enfin, on aimerait l'avoir, mais on va l'avoir de moins en moins. Parce que c'est le propre d'une société qui sacralise en fait la posture victimaire, c'est de transformer en absolu la sensibilité des victimes officielles. Et il y a des gens qui sont dans la bonne catégorie, d'autres qui ne le sont pas. Ce qui fait qu'il y a des gens qu'on peut insulter, puis d'autres qu'on peut pas.
je vois ça souvent, c'est-à-dire on peut s'en prendre au physique d'une personne s'il est dans la catégorie des méchants, mais c'est pas très grave. Si on s'en prend au physique d'une personne qui est dans la catégorie des victimes, là, c'est un scandale. Et ainsi de suite. Là, ce qu'on voit, c'est que le droit a résisté une dernière fois, peut-être. Une dernière fois. Est-ce qu'il y aura d'autres jugements comme ça dans les prochains temps? C'est bien possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit, donc, entre la conception classique du droit et celle qui est liée au droit de la personne, donc une espèce de conception militante du droit au nom d'une forme de droit de l'homisme, ces deux conceptions du droit témoignent en fait de deux philosophies politiques concurrentes, de deux sociologies concurrentes, et il faut l'avoir à l'esprit pour comprendre la portée d'un tel jugement. En tout cas, c'est une victoire, mais 5-4, pour moi, c'est une victoire amère, et c'est une victoire même que je te dirais à la limite un peu inquiétante. Oui, parce que c'est une victoire qui aurait dû être claire comme tout. Ça aurait pas dû se poser. Premièrement, Jérémy Gabriel n'aurait pas dû aller se plaindre là-dedans. Sur le fond des choses, moi, je suis assez clair sur ça. C'est-à-dire que on est devant, il y a quelque chose là-dedans dans le simple fait de se plaindre et puis de porter plainte qui est un problème. Et là, que le système de justice prenne tout ça en charge, je trouve que ça témoigne d'une forme de dérèglement des mécanismes de régulation symbolique, de régulation du débat public dans notre société, et de régulation culturelle. Puis là, ça aboutit là. Donc, quelquefois, les institutions résistent, mais à la manière d'une digue qui va bientôt céder, on sent qu'elles ne tiendront plus pour toujours. En tout cas, merci beaucoup, et j'imagine que ça va avoir même des répercussions en France. J'imagine que les journaux là-bas, les médias vont en parler parce que, bien sûr, tu sais, il y a l'affaire Charlie Hebdo en France, mais c'est une autre conception de la liberté. Cela dit, il y a aucune liberté absolue, hein. Toute liberté est encadrée aussi, là. Oui, je suis d'accord. Moi, je crois que toutes les libertés sont encadrées, mais je pense que la liberté d'expression doit avoir le cadre le plus souple qu'on puisse imaginer. Moi, si tu savais le nombre de fois où on m'a insulté de la manière, puis moi, franchement, de la vraie diffamation, puis bon, je porte pas plainte parce qu'en dernière instance, je trouve que c'est épuisant, mais surtout parce que je considère que en dernière instance, il faut éviter de judiciariser ces choses-là. C'est peut-être devrais-je, mais globalement, je pense qu'il faut éviter de judiciariser à outrance en ces matières. Je préfère les excès de la liberté d'expression aux excès de la censure. Et en terminant, demain, tu reçois qui à ton émission CNews? Oui, je reçois la politologue Chloé Morin pour une question fondamentale aujourd'hui. Quel est ce goût de la radicalité? C'est-à-dire, là, on a en politique française en ce moment, il y a eu la question de la radicalité qui s'est posée. C'est de savoir qui est le plus radical en ce moment. C'est l'ancienne conseillère sondage, si je ne me trompe pas, de Manuel Valls, qui était l'ancien premier ministre français. Elle est ancrée à gauche et elle a un point de vue très intéressant pour comprendre aujourd'hui, au-delà du débat politique traditionnel, quelles sont les passions qui remuent aujourd'hui la vie politique. Donc, c'est mon invité demain. Alors, pour te regarder l'émission, bien sûr, tu vas mettre ça sur ta page Facebook, ta page personnelle. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bon show demain. Bye. Bye.